Après l'exécution de Robespierre en 1794, que devient la jeune République française? Thermidor de l'an 2, juillet 1794. C'est la date que vous avez retenue qui marque la fin de la Terreur, avec l'exécution de Robespierre et de tous les montagnards qui ont fait partie du gouvernement révolutionnaire avec lui. Ces montagnards qui sont désormais qualifiés de buveurs de sang. Alors à votre avis, que se passe-t-il après l'élimination des principaux chefs de la Terreur? Eh bien tout naturellement, les députés de la Convention suppriment les principales mesures de la Terreur, c'est-à-dire tous les suspects qui étaient encore en prison, en attente d'un procès par le tribunal révolutionnaire, sont libérés. La politique anti-religieuse est abandonnée. Les églises sont à nouveau ouvertes. On cesse les persécutions contre les prêtres réfractaires. Et la loi du maximum des prix est abolie. L'idée est la suivante. On veut maintenant supprimer toutes les mesures extrêmes qui avaient été prises sous l'influence de la masse des sans-culottes, à cette époque du gouvernement des montagnards entre 1793 et 1794. Pour vous donner un exemple, plusieurs bustes de Marat, vous savez, ce montagnard qui était tellement admiré par les sans-culottes et qui a été assassiné par Charlotte Corday dans son bain, eh bien plusieurs bustes de Marat sont détruits après juillet 1794, après la fin de la Terreur. Et on veut revenir à une république qui donne plus de pouvoir aux propriétaires, aux bourgeois, aux plus riches. On se méfie de ces sans-culottes qui ont conduit à des mesures extrêmes. Alors tout cela se traduit comment? Eh bien cela se traduit par la mise en place d'une nouvelle forme de gouvernement par les députés de la Convention, un nouveau gouvernement qui porte le nom de Directoire. Regardez bien, voici deux éléments qui montrent qu'on veut vraiment une rupture avec l'ancien gouvernement révolutionnaire de Robespierre et des montagnards. Premier point, regardez bien, on retire le droit de vote aux plus pauvres, c'est-à-dire aux sans-culottes. On rétablit un suffrage censitaire qui réserve le droit de vote aux plus riches. Premier élément. Et deuxième élément, pour éviter tout risque de retour à une dictature, c'est-à-dire un pouvoir exercé par un seul homme pratiquement, qui était Robespierre, eh bien, on confie le pouvoir à cinq directeurs qui se partagent le pouvoir pour commander le pays, et donc on évite un pouvoir personnel, une dictature d'une seule personne. Est-ce que le gouvernement du Directoire va réussir à apaiser le pays? Eh bien la réponse est non. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que le pays plonge dans de graves difficultés économiques. En effet, l'abandon de l'économie dirigée et la suppression de la loi du maximum entraînent une très forte augmentation des prix et une grave crise de la vie chère. On a rarement atteint une telle misère, des milliers de Français sont ruinés et sont obligés, comme vous le voyez sur cette gravure, de rejoindre les soupes populaires pour se nourrir. Dans le même temps, à l'inverse, une partie des citoyens français arrive à profiter de la situation et à bâtir des fortunes colossales. Ce sont des commerçants, par exemple, qui vendent des fournitures à l'armée, car notre pays poursuit ses guerres contre les puissances européennes. Cet enrichissement choque les masses populaires, car les nouvelles catégories aisées étalent leurs richesses de façon très visible dans la rue, en portant des tenues vestimentaires totalement extravagantes, et en répétant à tout bout de champ incroyable et merveilleux, ce qui fait qu'on a fini par leur donner le surnom les incroyables et les merveilleuses. Le pays devient alors ingouvernable, car d'un côté, les royalistes caressent toujours l'espoir de mettre fin à cette expérience républicaine et de rétablir la monarchie. Des insurrections éclatent pour rétablir la monarchie. Le Directoire doit alors faire intervenir l'armée dans la rue pour écraser l'insurrection royaliste. Parallèlement, il y a également des soulèvements des sans-culottes, ceux qu'on appelle les ventres creux, qui eux souhaitent le retour de toute une série de mesures favorables au petit peuple, comme cela s'était fait en 1793 avec Robespierre. Là encore, c'est l'armée à l'intérieur même des rues de Paris qui doit intervenir pour mettre fin au soulèvement des plus pauvres. Vous venez de comprendre que l'opposition contre le gouvernement de la République reste très forte dans le pays et le gouvernement du Directoire devient très impopulaire. Plusieurs hommes politiques de l'époque pensent alors que le gouvernement de la République de l'époque
n'est pas capable de gouverner la France et réclame la mise en place d'un nouveau régime politique qui serait capable de ramener l'ordre dans le pays. C'est dans ce contexte qu'un militaire français devient de plus en plus populaire dans le pays. Ce militaire, c'est le général Napoléon Bonaparte. Quel est le parcours de cet homme qui finit par jouer un rôle décisif en 1799, soit 10 ans après le début de la Révolution? Question: comment un petit Corse parvient-il à conquérir le pouvoir en France? Quelques éléments de la vie du jeune Bonaparte. Napoléon est né à Ajaccio, en Corse, le 15 août 1769, un an après que la France a acheté la Corse à la République de Gênes. Celui qui va donc devenir un des dirigeants français les plus connus dans le monde a bien failli ne même pas être français. Napoléon est le deuxième enfant d'une famille qui en comptera 9. Ses parents, Charles et Laetitia, sont de petits nobles locaux qui vivent très modestement. À 9 ans, muni d'une bourse d'État, Napoléon quitte son île chérie pour étudier sur le continent, au collège d'Autun en Bourgogne, puis à l'école militaire de Brienne en Champagne. Dures années pour le petit garçon en butte aux moqueries de ses camarades, en raison de ses origines modestes et de son terrible accent corse. Pour eux, Napoleone devient la paillonnée. C'est le sobriquet dont il était affublé lorsqu'il était adolescent. C'est un jeune homme de petite taille, réservé, qui a les joues creuses. Vous voyez ici un portrait exécuté par un de ses camarades en 1785. Nous sommes à la veille de la Révolution française. Lorsque la Révolution éclate en 1789, Napoléon épouse les idées de la Révolution. C'est un admirateur de la Révolution et un ami des montagnards. Rallié à la France révolutionnaire, il se distingue en 1793 au siège de Toulon. Vous vous souvenez, ce moment où toutes les frontières de la France étaient menacées, les Anglais attaquent le port méditerranéen de Toulon et il parvient à reprendre la ville aux Anglais, ce qui lui vaut à l'âge de 24 ans le grade de général. Vous vous rendez compte? Il a déjà déployé un talent de grand stratège, il parvient à chasser les Anglais de la ville de Toulon, ce qui lui vaut si jeune ce grade de général. C'est inouï de constater qu'il a été général à l'âge de 24 ans. Après la fin de la Terreur, après l'exécution de Robespierre, il fut considéré comme un ami des montagnards. Et c'est à ce moment-là qu'il a été emprisonné pendant plusieurs semaines, après le 9 Thermidor de l'an 2, mais il a été très vite libéré. En 1795, le directeur Barras fait appel à lui pour écraser à Paris une émeute royaliste. Vous vous souvenez, cette émeute royaliste dont on avait parlé avant. Et en 1796, passionnément amoureux, il épouse Joséphine de Beauharnais et il obtient avec son appui le commandement de l'armée d'Italie. Armée d'Italie, ça ne veut pas dire une armée italienne, c'est une armée française qui doit combattre dans le nord de l'Italie contre l'Autriche. L'armée française qui doit combattre en Italie est la moins importante des 3 armées engagées dans la lutte contre l'Autriche et la plus pauvre. En quelques semaines, il réorganise ses troupes et ses proclamations frappent l'imagination de ses hommes. Il leur dit: Soldats, vous êtes mal nourris et presque nus, je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Napoléon vole ensuite de victoire en victoire. Regardez la petite carte sur la droite, elle vous montre le nord de l'Italie avec les Alpes au nord, et toutes les petites étoiles que vous voyez sur la carte représentent les victoires de Bonaparte. Ces victoires, il les doit à des feintes, à des marches très rapides qui prennent l'ennemi par surprise. Ces victoires sont celles de Lodi, Arcole, Rivoli, et il pille alors les contrées envahies, accorde à prix d'or ou non l'arrêt des combats. C'est donc un excellent stratège. Bonaparte comprend l'importance de la propagande et commence à construire sa propre légende, sa propre popularité. Avec ses butins de guerre, il fonde son propre journal qui s'appelle le Courrier de l'armée d'Italie, qui exalte ses exploits et qui est distribué partout. Il fait lui-même écrire
Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il est partout et il voit tout. Voilà ce qu'on peut lire dans le courrier de l'armée d'Italie. Bien vite, il arrive aux portes de la ville de Vienne. Vous vous rendez compte, ces Autrichiens qui étaient nos ennemis et qui menaçaient d'envahir la France, eh bien ce sont les Autrichiens eux-mêmes, à présent, qui sont menacés par le général Bonaparte et son armée. Et sans consulter le directoire, il impose à l'Autriche un traité de paix, le traité de Campo Formio, qui oblige l'Autriche à céder à la France la Belgique et la région de Milan. Alors le gouvernement, le directoire, commence à se méfier un petit peu de ce personnage, ce général qui remporte tant de succès et qui commence à être si influent. Et ils se disent on va se débarrasser de lui en l'envoyant très loin dans une expédition militaire qui le fera oublier un petit peu. C'est ainsi qu'a lieu la deuxième campagne militaire. Une campagne militaire, c'est une expédition militaire qui comprend plusieurs opérations de guerre. Après la première campagne militaire, la campagne d'Italie, en 1796-1797, Napoléon est donc expédié en Égypte pour cette deuxième campagne militaire, la campagne d'Égypte. Il part avec une flotte considérable, les meilleures troupes et toute une équipe de savants et d'artistes pour découvrir les joyaux de l'antiquité égyptienne. Il a pour mission de porter un coup fatal aux Anglais. En Égypte, Bonaparte montre à nouveau de grandes qualités à la fois d'homme de guerre et d'organisateur. Voyez la carte de tous les kilomètres parcourus avec son armée. Il remporte en particulier contre les Égyptiens une bataille célèbre qui s'appelle la bataille des Pyramides et qui a eu lieu justement au pied de ces constructions de l'Antiquité. Pourtant l'aventure tourne mal car la flotte française est détruite par les Anglais à Aboukir. Napoléon laisse alors son armée sur place puisqu'il n'y a plus suffisamment de bateaux pour revenir et il rentre en France. C'est là, à Paris, qu'un des membres du gouvernement, un des 5 directeurs, pense pouvoir se servir de lui et l'associe à ses projets de coup d'État. Un coup d'État, qu'est-ce que c'est ? C'est une prise du pouvoir par la force pour renverser le gouvernement qui est en place. Comment ce coup d'État s'est-il passé ? La scène se déroule à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale. Suivi de ses soldats, Bonaparte est entré dans la Chambre des députés le 10 novembre 1799, c'est-à-dire le 19 brumaire de l'an 8. Dès son apparition de tous les côtés montaient les cris « À bas le dictateur ! Vive la République ! Bonaparte hors la loi !» Évidemment, il est absolument interdit pour un militaire d'entrer à l'intérieur d'une assemblée nationale de députés. Si aujourd'hui, dans un pays du monde, dans les images de télévision, vous voyez des militaires en armes qui entrent dans une assemblée des députés, c'est qu'ils cherchent à prendre le pouvoir par la force, à renverser les députés qui ont été élus pour prendre le pouvoir à leur place. C'est la raison pour laquelle les députés de l'Assemblée en 1799 se sont tout de suite opposés à cette entrée de Bonaparte à l'intérieur de leur assemblée, car évidemment elle signifiait que un militaire voulait mettre fin à la République et aux institutions. Mais étonnamment, les événements ne se déroulent absolument pas comme prévu. Bonaparte est bousculé, son visage est légèrement ensanglanté, certains soldats s'efforcent de protéger sa sortie, le général quitte l'assemblée, il pâlit, suffoque. Finalement, après être sorti, quelques instants plus tard, Bonaparte pénètre à nouveau à l'intérieur de la Chambre des députés avec un nombre de soldats plus important. Les tambours se mettent à battre. C'est un sauve-qui-peut général pour les députés. La Chambre des députés se vide, les représentants du peuple sautent par les fenêtres. La nuit venue, on parvient à réunir quelques députés de bonne volonté qui acceptent de mettre fin au gouvernement du Directoire et qui acceptent de remplacer ce gouvernement par un nouveau gouvernement formé par 3 consuls. Ce nouveau gouvernement s'appelle le consulat. Ce que vous pouvez donc retenir, c'est que Bonaparte, par un coup d'État,
a réussi à renverser le Directoire au cours d'une journée confuse où il a frôlé l'échec, mais finalement c'est un succès et il finit par se faire nommer premier consul. Cet événement porte le nom de coup d'État du 18 et 19 Brumaire de l'an 8 ou 9 et 10 novembre 1799. C'est sous ce nom qu'on a retenu cet événement, le coup d'État du 18 et 19 Brumaire de l'an 8. En conclusion, on peut donc retenir que la véritable carrière de Napoléon Bonaparte commence en 1796, au moment où il était nommé général de l'armée d'Italie. Il avait alors 26 ans. 3 ans plus tard, en 1799, il prend le pouvoir par la force. Il n'a que 29 ans et il dirige alors le pays à l'âge de 29 ans. La grande question que nous allons nous poser maintenant est la suivante. Bonaparte est-il l'homme qui va enterrer la Révolution, qui va supprimer ce principe de la souveraineté du peuple, c'est-à-dire que c'est au peuple de choisir ses dirigeants par des élections, ou au contraire, est-ce qu'il va être le continuateur de la Révolution? Est-ce qu'il va garder les grands principes de la Révolution, la liberté, la souveraineté du peuple, l'égalité? En marquant une pause dans la vidéo, je vous laisse recopier un petit résumé à mémoriser. Grand 3 de la République à l'Empire de Napoléon Ier. Grand A, Bonaparte prend le pouvoir par la force. Après la mort de Robespierre, la République connaît une situation politique et économique très fragile. En novembre 1799, le jeune général Bonaparte, auréolé de gloire, c'est-à-dire couronné de gloire par ses campagnes militaires en Italie et en Égypte, s'empare du pouvoir par un coup d'État le 18 et 19 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 et 10 novembre 1799. Un coup d'État est une prise du pouvoir par la force. Maintien de la République ou fin de la République? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine vidéo.